On est constamment bluffé par ce que les IA peuvent faire, n'est-ce pas? En labo, elles sont juste incroyables, quasi parfaites. Mais voilà le paradoxe, et c'est un gros problème. Une fois qu'on les met dans le monde réel, ces mêmes IA si brillantes peuvent devenir hyper fragiles, voire dangereuses. Pourquoi? Eh bien parce que la plupart sont entraînés sur une idée de base qui est complètement fausse. L'idée que le monde, lui, ne change jamais. Alors c'est vraiment là que tout se joue dans ce contraste. D'un côté, on a ce qu'on appelle l'hypothèse du monde fermé. C'est un peu le monde de l'entraînement. Tout est propre, bien rangé, les données sont parfaites et on imagine que l'IA a tout vu. Et de l'autre, eh bien, il y a la vraie vie, la réalité du monde ouvert. Et là, c'est le bazar. C'est imprévisible, chaotique, il y a toujours des nouveautés. C'est précisément quand l'IA passe de ce monde parfait à notre monde réel que les choses tournent mal, et parfois très très mal. Ok, pour décortiquer ce sujet, voici le programme. On va d'abord poser le problème du monde ouvert. Ensuite, on verra ce que sont les changements de distribution. Après ça, on explorera les deux grandes approches. Est-ce qu'il vaut mieux détecter le problème ou essayer de généraliser? On regardera quelques techniques concrètes, on parlera des défis qui restent, et on finira par réfléchir à ce que ça implique pour l'avenir de l'IA. Première partie donc, le problème du monde ouvert ou ce que j'appelle l'analogie du conducteur du dimanche. Pour que ce soit bien clair, on va imaginer une voiture autonome qui n'a appris à conduire que par beau temps, sous un grand soleil. Alors, la méthode classique, celle qu'on utilise presque partout en machine learning, ça s'appelle la minimisation du risque empirique ou ERM. L'idée est super simple en apparence. On prend un tas de données et on entraîne le modèle pour qu'il fasse le moins d'erreurs possible sur ces données. C'est tout. Le souci, et c'est une faille énorme, c'est que ça présuppose une chose, que les données que le modèle verra demain seront exactement comme celles d'hier. Pour notre voiture, c'est comme si on lui disait « Ne t'inquiète pas, il fera toujours beau ». Et là, cette citation d'une publication de Neurips le dit très bien. Quand cette hypothèse s'effondre, les conséquences peuvent être dramatiques. Le modèle ne devient pas juste un peu moins bon, il peut devenir, je cite, « pire que des prédictions aléatoires ». Réfléchissons à ce que ça veut dire. Ça veut dire que notre voiture autonome, face à ses premiers flocons de neige, pourrait prendre des décisions plus dangereuses que si elle tirait ses actions à pile ou face. C'est terrifiant. Bon, ce fameux problème de tempête de neige a un nom un peu plus technique. On parle de changement de distribution. Et on va voir maintenant que tous ces changements ne se ressemblent pas. Le terme clé ici, c'est hors distribution, ou OOD pour out of distribution. C'est ce qui se passe quand le modèle se retrouve face à des données qui viennent d'un monde différent de celui de son entraînement. C'est vraiment le cœur du sujet. Le modèle se retrouve littéralement en territoire inconnu. Et il y a principalement deux saveurs de OOD. La première, c'est le changement de covariable. Là, en gros, les choses sont les mêmes, mais elles ont l'air différentes. Pour notre voiture, c'est toujours la même route, mais au lieu d'être en plein soleil, elle est maintenant sous une pluie battante ou en pleine nuit. Le deuxième type, et c'est là que ça devient vraiment dangereux, c'est le changement sémantique. Là, ce n'est plus juste une question d'apparence, ce sont des choses nouvelles qui apparaissent. Par exemple, un cerf qui déboule sur la route. La voiture n'a jamais vu de cerf, elle ne sait même pas ce que c'est. Et c'est un point super important. Même si les deux types de changements posent problème, la recherche se concentre vraiment en priorité sur le changement sémantique. Pourquoi? Parce que c'est plus critique. C'est la capacité à détecter ce cerf sur la route, ce concept totalement nouveau, qui est la clé pour éviter les accidents les plus graves. Alors face à ce problème, il y a en gros deux grandes écoles de pensée, deux chemins possibles pour rendre les modèles plus robustes. La question c'est, est-ce qu'on apprend à l'IA à dire « je ne sais pas » ou est-ce qu'on lui apprend à être plus intelligente et à voir au-delà des apparences? La première voie, c'est détecter et rejeter. L'objectif est simple, le modèle doit savoir ce qu'il ne sait pas. Face à une situation inconnue, au lieu de se lancer, de donner une réponse absurde, il doit lever la main et dire « stop, ça, je ne connais pas, je refuse de décider ». La deuxième voie, c'est apprendre et généraliser. Là, c'est différent. On cherche à entraîner un modèle capable de trouver les caractéristiques qui comptent vraiment, ce qu'on appelle les invariants. Des choses qui sont toujours vraies, peu importe qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse nuit, tout en ignorant le bruit de fond, les corrélations inutiles. Bon, maintenant qu'on a vu les deux grandes idées, allons voir un peu sous le capot pour découvrir comment ça se traduit en techniques concrètes. Du côté détecter et rejeter, une des approches les plus populaires parce qu'elle est pratique, c'est la détection post-hoc. Ça veut dire après coup. L'énorme avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de tout réentraîner. On prend un modèle qui existe déjà et on vient greffer une sorte de module de détection à sa sortie. Une méthode bien connue s'appelle Odin. En gros, elle va jouer avec les scores de confiance du modèle pour amplifier l'écart entre ce qu'il connaît, les données in distribution, et ce qui est nouveau, les données OOD. Ça rend la détection beaucoup plus nette. Maintenant, l'autre approche, apprendre et généraliser. Ici, le but est beaucoup plus ambitieux. On veut que le modèle apprenne la vraie cause des choses, pas juste des corrélations superficielles. Ce schéma illustre bien l'idée. Le modèle doit comprendre que la bonne décision Y dépend de caractéristiques stables, causales, XC.
Par exemple, pour un panneau stop, c'est sa forme octogonale et le mot stop écrit dessus. Et en même temps, il doit apprendre à ignorer tout ce qui est variable et non causal, XV. Tout ce qui change avec l'environnement, la météo, la lumière, un tag sur le panneau. Tout ça, c'est du bruit qu'il faut ignorer. Bon, en théorie, c'est génial. En pratique, c'est un peu plus compliqué. Ce schéma montre une architecture assez maligne qui s'appelle EDNIL. Imaginez ça comme une équipe de 2 modèles qui jouent un jeu. Le premier modèle, MEI, c'est le détective. Son boulot, c'est de regarder toutes les données et d'essayer de les trier en différents environnements. Par exemple, il va créer des paquets images de jour, images de nuit, images sous la pluie. Le deuxième modèle, MIL, c'est l'élève. Il prend ses paquets et essaie d'apprendre à faire son travail de classification de manière à ce que ça marche aussi bien dans tous les paquets. Ils s'entraînent l'un après l'autre dans une sorte de boucle. Le détective s'améliore pour trouver des environnements difficiles et l'élève est forcé de s'améliorer pour apprendre des caractéristiques qui sont vraiment invariantes à ces environnements. C'est un jeu d'opposition qui pousse le système à généraliser. Jusqu'ici, on a parlé de changements naturels du monde. Mais la vraie question, c'est et si quelqu'un essayait délibérément de tromper notre IA? On entre dans le monde des adversaires. Et là, attention, cette citation fait froid dans le dos. Elle nous dit qu'avec de toutes petites modifications sur une image, des modifications souvent invisibles à l'œil nu, on peut complètement berner un détecteur OOD. On peut prendre une image qu'il aurait dû rejeter et la transformer en quelque chose qu'il va accepter avec 99% de confiance. C'est le principe des fameuses attaques adversariales appliquées aux défenses OOD. Ce que ça veut dire, et c'est absolument crucial à comprendre, c'est qu'un système peut être robuste aux aléas de la nature, mais complètement vulnérable à une attaque intentionnelle. Robustesse et sécurité, ce n'est pas la même chose. Ce sont 2 batailles différentes. Et ce tableau résume bien la situation. Il n'y a pas de solution magique. Chaque méthode a ses forces et ses faiblesses, ses compromis. Certaines, par exemple, sont sensibles à l'initialisation, ce qui veut dire que leur performance dépend un peu de la chance au démarrage. Pas top pour la fiabilité. D'autres sont tout simplement trop lentes pour fonctionner sur les modèles massifs qu'on utilise aujourd'hui. On voit bien que même les techniques de pointe ont leurs limites. C'est un domaine de recherche qui bouge très vite, justement parce que le problème n'est pas encore résolu. Bon, on arrive à la fin. Alors, avec tout ça, qu'est-ce qu'on doit garder en tête? Alors, récapitulons. Premier point, l'IA standard repose sur une hypothèse super fragile, celle du monde fermé. Deuxième point, les situations hors distribution, et surtout les changements sémantiques, sont le talon d'Achille de ces systèmes. Troisième point, pour résoudre ça, on a 2 grandes voies, détecter la nouveauté ou généraliser pour l'ignorer. Et enfin, quatrième point, un système robuste n'est pas forcément un système sécurisé contre des attaques. Et tout ça nous amène à la question de fond, celle qui va définir l'avenir. L'IA est partout, dans des systèmes de plus en plus critiques. La course à la précision, c'est bien, mais ça ne suffit plus. La vraie question maintenant, c'est comment fait-on pour créer des systèmes qui ne sont pas juste performants, mais qui sont aussi humbles. Des systèmes qui connaissent leurs propres limites, qui peuvent le prouver, et qui restent sûrs même quand ils ne savent pas. C'est ça le véritable enjeu pour construire une IA en laquelle on pourra vraiment avoir confiance.